Le sable s'était incrusté dans sa peau, comme s'il voulait occuper chaque espace qui lui appartenait encore. Ce n'était pas seulement de la poussière du désert. C'était une présence constante, une friction silencieuse qui rappelait à Néfertari qu'elle n'était plus protégée par aucun nom, aucun titre, aucune maison. Elle avait 24 ans et voyageait dans une cage de bois montée sur roue, avançant lentement vers le sud, vers un lieu dont elle ne comprenait pas encore tout à fait le nom, mais dont elle commençait à pressentir la signification avec une clarté terrifiante. 16 jours plus tôt, elle avait été une épouse. L'épouse d'un homme respecté, un scribe du temple, quelqu'un dont le travail était copié en silence et cité avec prudence. Sa vie était faite de lin fin, de gestes rituels, d'une identité reconnaissable au sein de l'ordre égyptien. Maintenant, sa tête rasée brûlait sous le soleil, et la rude tunique qu'on lui avait imposée n'était pas un accident. Ce n'était ni la pauvreté, ni la négligence. C'était un message. Trop fine aurait suggéré de la dignité. Trop misérable aurait suggéré qu'elle n'en valait pas la peine. Cette gêne précise, calculée, marquait exactement ce que le système avait décidé qu'elle était. Le verdict avait été prononcé sans colère, sans dramatisation, d'une voix neutre de magistrat qui ne semblait pas conscient de détruire une vie sans y mettre fin. Son mari avait été envoyé aux mines, elle, à autre chose. Quelque chose d'écrit dans les codes légaux avec des mots si froids et vagues qu'elle n'en comprit d'abord pas la portée. Une seule phrase, livrée à la garnison. Elle demanda ce que cela signifiait. Quel droit elle conserverait? Quelle place elle occuperait? Le magistrat la regarda comme on regarde un objet dont la fonction a déjà été définie. Elle n'aurait pas de statut, elle n'aurait pas de droit. Elle n'appartiendrait à personne en particulier, parce qu'elle appartiendrait à tous. Ce n'était pas une condamnation à mort, ni même un esclavage aux limites claires. C'était une dissolution lente, un effacement administratif de sa condition de personne. Durant 11 jours de voyage, escortée par des soldats qui l'observaient avec un mélange de calcul et d'habitude, elle commença à comprendre que ce n'était pas une punition improvisée. C'était un système ancien, perfectionné au fil des générations. Une manière de faire disparaître quelqu'un sans effusion de sang, sans rituel qui troublerait les dieux, sans laisser un corps qui pourrait susciter des questions gênantes. L'Égypte savait punir sans se salir les mains. Quand le chariot s'arrêtait pour l'eau, ce n'était pas la compassion qui guidait le geste. C'était l'efficacité. Elle était une marchandise. Et une marchandise endommagée perdait de sa valeur. Néfertari le comprit avec une lucidité amère. Tout, dans ce voyage, était conçu pour la préparer, non pas physiquement, mais mentalement, à accepter une transformation qu'elle n'avait pas choisie. Tandis qu'ils avançaient vers la frontière, vers une forteresse isolée à la limite du monde égyptien, elle commença à faire la seule chose qu'elle pouvait encore faire, observer. Mémoriser les visages, les positions, les routines. La connaissance devint son dernier refuge. Elle ne savait pas encore comment elle l'utiliserait, mais elle pressentait que ce souvenir était une forme de résistance. Si la punition consistait à l'effacer, alors rester consciente, présente, attentive, était le premier acte de défi. Car ce qu'elle était sur le point d'affronter n'était pas un moment d'horreur, mais quelque chose de pire. Une vie entière réduite à une fonction. Et même si elle ne le savait pas encore clairement, Néfertari sentait déjà que sa véritable lutte ne serait pas pour s'échapper, mais pour ne pas disparaître de l'intérieur. Pour comprendre pourquoi le destin de Néfertari fut considéré comme juste par ceux qui l'ont dicté, il est nécessaire de revenir en arrière et de regarder le monde qui a produit cette sentence. Le système légal de l'Égypte ancienne n'est pas né pour protéger les individus. Il est né pour préserver l'équilibre. Un équilibre étroit, fragile, maintenu par l'obéissance et par la conviction collective que l'ordre existant était correct parce qu'il reflétait l'ordre de l'univers. Les Égyptiens appelaient en ce principe Ma'at. Ce n'était pas seulement une idée abstraite de justice, mais une force cosmique qui maintenait le monde en fonctionnement. Le cours du Nil, le mouvement des étoiles, la stabilité du royaume et l'autorité du pharaon faisaient partie du même ensemble.
Remettre en question une décision légale n'était pas simplement être en désaccord avec un juge. C'était mettre en doute l'équilibre qui séparait l'ordre du chaos. Dans ce cadre, la loi n'avait pas besoin d'être compatissante. Elle devait être efficace. Sa fonction était de protéger les institutions qui garantissaient la continuité de l'Égypte. Les temples, l'armée, l'administration. Quand quelqu'un menaçait ces piliers, directement ou indirectement, la réponse devait être exemplaire, non pas pour punir un acte concret, mais pour envoyer un message à tous les autres. Néfertari ne fut pas condamnée pour quelque chose qu'elle aurait fait. Elle fut absorbée par une logique plus large. Son époux avait été accusé d'un crime qui faisait honte à des hommes puissants et mettait en péril le prestige d'une institution religieuse. Même si beaucoup savaient que l'accusation était fausse, la vérité était sans importance. Dans l'Égypte de Mahat, ce qui importait n'était pas ce qui s'était passé, mais ce qui devait être déclaré pour que le système continue de fonctionner. Ce type de justice permettait une extraordinaire distance émotionnelle. Les magistrats ne se voyaient pas comme des bourreaux, mais comme des administrateurs de l'ordre. Ils prononçaient des sentences avec une neutralité qui aujourd'hui est troublante. Ils ne criaient pas, n'insultaient pas, ne montraient pas de haine. Ce calme faisait partie du mécanisme. Ils transformaient la destruction d'une vie en une simple formalité, en une correction nécessaire au sein d'une machine énorme et impersonnelle. Il existait des punitions visibles, conçues pour être craintes. Et il en existait d'autres, plus discrètes, réservées aux situations politiquement délicates. Lorsque l'exécution était trop explicite, lorsque l'esclavage traditionnel ne convenait pas, lorsqu'il fallait éliminer quelqu'un sans provoquer de gêne religieuse ou sociale, le système recourait à des solutions plus silencieuses. Des punitions qui n'étaient pas décrites en détail, qui se cachaient derrière des mots vagues et des formules administratives. Du point de vue moderne, il est tentant de considérer ces lois comme primitives ou barbares. Mais cette simplification est dangereuse. Le système légal égyptien était sophistiqué, bureaucratique et cohérent avec sa vision du monde. C'est précisément pourquoi il pouvait produire des punitions si dévastatrices sans se remettre en question. Il croyait agir au nom du bien commun, et cette conviction lui conférait une sécurité absolue. Néfertari, sans le savoir encore, avait été sacrifié à cette idée d'équilibre. Non pas comme un corps offert aux dieux, mais comme une personne dissoute pour que le système n'ait pas à admettre une faille. Son histoire n'est pas celle d'une injustice isolée, mais celle d'un modèle de pouvoir qui privilégie la stabilité sur la vérité et l'ordre sur l'humanité. Ce modèle n'appartient pas seulement au passé. Les noms changent, les rituels changent, mais la logique persiste. Et c'est cette logique qui explique pourquoi il a existé une punition comme celle qui attendait Néfertari. Une punition conçue non pas pour mettre fin à une vie, mais pour la vider lentement de tout ce qui faisait d'elle ce qu'elle était. Dans les registres légaux de l'Égypte ancienne, la punition que Néfertari a reçue est décrite avec une économie de mots presque offensante. Il n'y a pas de détails, pas d'explication. Juste un verbe administratif qui suggère un simple transfert de responsabilité. Livrer. Livrer à la garnison, livrer aux soldats, livrer. Comme s'il s'agissait d'un objet qui change de main et non d'une vie humaine qui se brise dans le processus. Ce flou n'était pas une erreur, c'était un choix délibéré. Le langage juridique égyptien savait exactement quand il devait être précis et quand il devait devenir flou. Les peines les plus courantes étaient clairement définies. Travail forcé, amende, exil, voire châtiment corporel que le système décrivait avec une froideur surprenante. Mais cette peine particulière occupait un espace inconfortable entre les catégories. Ce n'était pas une exécution, car la personne continuait de respirer. Ce n'était pas de l'esclavage traditionnel, car il n'y avait pas de propriétaire responsable. Ce n'était pas une prison, car il n'y avait pas de durée ni de promesse de libération. La femme livrée était en dehors de toutes les définitions habituelles. Et c'est dans cette indéfinition que résidait sa véritable cruauté. Ne rentrant dans aucune catégorie légale reconnaissable, elle ne rentrait non plus dans aucun cadre de protection. Il n'y avait pas de règles claires concernant son traitement, pas de limites explicites, pas de mécanisme d'appel qui aurait donc pu être activé. Le système avait créé un vide, puis y avait jeté quelqu'un.
Pour l'administration, cette ambiguïté présentait des avantages évidents. Elle permettait d'appliquer la punition sans se souiller les mains, avec des rituels religieux complexes, ni avec des exécutions qui pouvaient s'avérer politiquement inconfortables. Elle permettait en outre que la souffrance soit dispersée, diluée dans le temps, sans un moment précis qui aurait pu être signalé comme scandaleux. Il n'y avait pas d'acte unique à condamner, seulement une condition permanente. Néfertari commença à comprendre cela pendant le voyage. Chaque geste, chaque silence, chaque instruction laconique renforçait l'idée qu'elle n'existait plus en tant que sujet devant la loi. Elle était une fonction assignée à un lieu spécifique, une présence destinée à remplir un but que personne ne voulait nommer à voix haute. Même les soldats qui l'escortaient parlaient de son destin avec des euphémismes, comme si les mots exacts pouvaient contaminer l'air. Ce type de punition était réservé à des situations très spécifiques. Il n'était pas appliqué au hasard. Il était utilisé lorsque le véritable objectif n'était pas la personne condamnée, mais le message que sa disparition envoyait. Des femmes liées à des hommes tombés en disgrâce, des figures gênantes dont l'élimination directe aurait soulevé des soupçons ou généré des tensions. Les transformer en quelque chose d'indéfini, en quelque chose qui cessait d'être pleinement humain, était une solution efficace et silencieuse. De l'extérieur, le système pouvait continuer à proclamer son adhésion à Mahat, à l'ordre juste du monde. De l'intérieur, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il savait qu'il créait une forme de punition qui ne pouvait être discutée parce qu'elle ne pouvait être clairement décrite. L'innommable devenait incontestable. Lorsque Néfertari entendit pour la première fois qu'elle serait livrée, elle crut qu'il s'agissait d'une formule temporaire, d'une étape préalable à quelque chose de plus concret. Ce n'est que plus tard qu'elle comprit que ce mot était la fin du chemin légal. Il n'y aurait pas d'autre audience. Il n'y aurait pas d'autre définition. À partir de ce moment, son existence restait suspendue dans un espace où la loi avait décidé de détourner le regard. Tel était le véritable pouvoir de la punition. Non pas la détruire immédiatement, mais la placer dans une zone d'ombre où rien n'était clairement interdit et rien n'était clairement permis. Un endroit où la personne cessait d'être quelqu'un et devenait quelque chose. Et ce quelque chose était ce qui attendait Néfertari au bout du chemin, au-delà du désert, dans une forteresse où l'ordre était maintenu au prix de vies effacées sans nom. Bouenne n'était pas seulement une forteresse, c'était une limite, un bord physique et symbolique où l'Égypte rencontrait ce qu'elle considérait comme étranger, dangereux, instable. Érigée sur le sable du sud, face aux routes qui relièrent le royaume à la Nubie, la garnison fonctionnait comme un point de contrôle militaire, mais aussi comme un monde clos sur lui-même. Ceux qui y vivaient étaient en suspendus entre deux réalités, loin de la civilisation qu'ils prétendaient défendre et piéger dans une routine qui érodait lentement tout ce qui les avait définis auparavant. Pour les hommes affectés à Bouenne, le temps se déformait. Les jours se répétaient avec une monotonie suffocante, interrompue seulement par des alertes, des patrouilles et de brèves explosions de tension. Des années sans famille, sans vie domestique, sans les structures sociales qui, en Égypte, canalisaient les impulsions et donnèrent un sens à l'existence quotidienne. La garnison n'était pas une punition officielle, mais elle fonctionnait comme telle. De nombreux soldats y avaient été envoyés non par mérite, mais par commodité politique, pour des erreurs mineures, ou parce qu'ils étaient un superflu ailleurs. Cet isolement produisait une psychologie particulière. La frustration ne pouvait être dirigée vers le haut, vers les commandants ou vers le système qui les avait enfermés là. Elle ne pouvait pas non plus être libérée constamment contre l'ennemi, car la plupart du temps, il n'y avait pas de combat. La tension s'accumulait, comprimée, cherchant une issue. Et le système, conscient de cela, avait prévu un mécanisme pour la canaliser. Les femmes livrées remplissaient cette fonction, non pas en tant qu'individus, mais en tant qu'élément d'une équation de contrôle. Leur présence n'était pas perçue comme une anomalie morale, mais comme un outil pratique. Quelque chose qui aidait à maintenir la discipline générale, à éviter que la pression interne de la garnison ne se transforme en mutinerie, en violence entre soldats ou en désobéissance ouverte. Les commandants le savaient, ils n'en discutaient pas en termes éthiques, mais administratifs. En parler trop clairement aurait obligé à reconnaître ce que le système préférait garder implicite. Ainsi, la cruauté devenait fonctionnelle. Ce n'était pas un excès, mais un coût assumé. 3 femmes consommées sur plusieurs années étaient, selon cette logique,
un prix acceptable pour garantir la stabilité de centaines d'hommes armés à une frontière sensible. Quand Néfertari franchit les portes de Bouenne, elle ressentit ce poids immédiatement. Les regards n'étaient ni de surprise ni de curiosité. C'étaient des regards habitués. Elle n'était pas la première, elle ne serait pas la dernière. La forteresse avait déjà reçu des femmes, et la procédure était aussi intégrée à la routine que la distribution des rations ou le changement de garde. Le trajet jusqu'au bâtiment affecté aux femmes fut silencieux. Les soldats savaient ce que représentait leur présence et n'avaient pas besoin de le commenter. Ce silence faisait partie du rituel non écrit. Personne ne devait nommer ce qui se passait, car le nommer aurait été reconnaître que cela faisait partie essentielle du fonctionnement du lieu. Bouenne, avec ses hauts murs et ses tours de guet, protégeait l'Égypte des menaces extérieures. Mais à l'intérieur de ses limites, elle produisait une autre forme de dévastation, plus lente et moins visible. Une dévastation qui ne laissait ni monuments ni inscriptions, seulement des corps fatigués et des esprits qui apprenaient à se fragmenter pour continuer à exister. Néfertari comprit alors qu'elle n'était pas simplement arrivée dans un lieu de punition. Elle avait été introduite dans un système complet, une machinerie sociale conçue pour absorber des personnes et les transformer en ressources. Il ne s'agissait pas de la méchanceté d'un individu concret, mais d'une structure qui fonctionnait précisément parce qu'elle semblait normale, nécessaire, voire raisonnable pour ceux qui en dépendaient. Et dans ce monde fermé, où tout avait une fonction et où rien ne devait être remis en question, elle devrait apprendre rapidement une nouvelle façon de vivre. Non pas pour s'échapper, non pas pour être libérée, mais pour résister sans disparaître dans le processus même qui maintenait la forteresse debout. Le bâtiment destiné aux femmes était situé près du mur occidental, à l'écart du centre de la forteresse, comme si même à Bouenne, il existait une hiérarchie du silence. Ce n'était pas une prison au sens formel, il n'y avait ni barreaux ni garde permanents. C'est précisément pour cela qu'il était plus inquiétant. Sa fonction n'était pas d'enfermer, mais de normaliser une présence qui ne devait pas attirer l'attention. L'intérieur était austère jusqu'à l'indifférence. Des nattes usées, des couvertures vieillies, un espace réduit où l'air semblait stagner. Rien là n'invitait à rester, mais tout indiquait qu'il n'y avait pas d'alternative. Pour Néfertari, cet endroit marqua la fin définitive de toute illusion résiduelle. Il ne s'agissait pas seulement de perdre son ancien statut, il s'agissait d'apprendre un nouveau langage de survie. Ce fut alors qu'elle rencontra Anout Maït. La femme ne haussa pas la voix et n'adopta pas un ton dramatique. Elle parla comme quelqu'un qui a expliqué les mêmes choses trop souvent. Elle était à Bouenne depuis des années et son visage montrait l'usure d'une existence prolongée dans un environnement qui n'offrait aucune trêve. Mais ce qui impressionna le plus Néfertari, ce ne furent pas les marques visibles, mais l'expression de ses yeux. Il ne reflétait ni la peur ni la rage, mais un retrait délibéré, comme si une partie essentielle d'elle-même avait décidé de se tenir hors de portée de tout le reste. Anout Maït ne parla pas d'injustice, elle parla de règles, de schémas, de ce qui fonctionnait et de ce qui conduisait à une disparition rapide. Elle lui expliqua combien de femmes il y avait là. Elle lui expliqua combien il y en avait eu avant. Elle lui expliqua, sans détour, que la plupart ne survivaient pas plus de 2 ans, non comme une menace, mais comme une donnée. Dans cet espace, la survie ne dépendait ni de la force ni de l'espoir, mais de l'observation constante. Apprendre à lire les gestes, les voix, les silences. Apprendre quand devenir invisible et quand se rendre utile. Apprendre à accepter l'aide sans en faire une excuse pour que d'autres l'utilisent contre elle. C'était un équilibre précaire, une chorégraphie dangereuse dans laquelle chaque mouvement avait des conséquences. Merit, une autre des femmes, confirma ces règles avec un pragmatisme appris de force. Elle parla de rythme quotidien, de moments prévisibles, de la façon dont le temps pouvait se fragmenter en cycles qui offraient au moins une illusion de structure. Cette structure, aussi minime soit-elle, était vitale. Sans elle, l'esprit se défaisait. La dissolution n'était pas immédiate, elle était progressive. Elle commençait quand les jours cessaient de se différencier les uns des autres et quand l'avenir se réduisait à l'heure suivante. Néfertari comprit alors que la punition ne résidait pas uniquement dans ce qui était exigé d'elle, mais dans ce qui leur était refusé. Il n'y avait pas de reconnaissance, pas de mémoire officielle, pas de récit dans lequel s'intégrer.
Elles étaient des présences fonctionnelles dans un lieu qui n'était pas conçu pour les voir comme des personnes complètes. Cependant, même là, des formes minimales de liens surgissaient. Pas une solidarité ouverte, car cela pouvait être dangereux, mais des échanges discrets. Informations, avertissements, gestes de soins pendant la récupération. Une communauté fragile, soutenue par le besoin mutuel et par l'entente tacite que personne d'autre ne les protégerait. Ce fut la première leçon réelle de Bouhen. Il ne s'agissait pas seulement de supporter, il s'agissait d'apprendre à exister en marge, à construire une identité intérieure qui ne dépendait pas de la façon dont le système les définissait. Hanout Maït l'exprima par une phrase simple, presque neutre. « Ici, si tu n'apprends pas à séparer ce qu'on te fait de ce que tu es, tu ne dures pas. » Néfertari garda ces mots avec soin. Elle ne savait pas encore comment les appliquer, mais elle comprit que sa vie dépendrait de cette séparation. Dans ce bâtiment silencieux, près du mur occidental, une nouvelle détermination commença à se former en elle. Non héroïque, non visible. Une décision intime, rester présente, apprendre les règles cachées et ne pas permettre au lieu de décider entièrement qui elle serait à l'intérieur. Au fil des semaines, Néfertari comprit que Bouhen n'était pas un espace uniforme. Au sein du même système existaient des gradations, des fissures, des différences subtiles qui pouvaient signifier la différence entre résister et disparaître. Tous les hommes n'étaient pas égaux, et apprendre à les distinguer devint une compétence aussi essentielle que respirer. Hanout Maït lui parla de sénifères sans dramatisme, comme on parle d'un danger naturel. Ce n'était ni le plus fort ni le plus grand, mais le plus calculateur. Il comprenait les règles mieux que beaucoup d'officiers et savait exactement jusqu'où il pouvait aller sans provoquer une intervention formelle. Il n'avait pas besoin d'excès visibles. Son pouvoir résidait dans le contrôle lent, dans la certitude que rien de ce qu'il faisait ne serait nommé clairement. Il était la parfaite incarnation de la punition qui les avait menés là, précise, administrative, dévastatrice. L'éviter devint une priorité silencieuse. Ce n'était pas toujours possible, mais même réduire son attention pouvait faire une différence. Néfertari apprit que l'invisibilité était parfois la forme la plus efficace d'autoprotection. Ne pas se faire remarquer, ne pas provoquer la curiosité, ne pas montrer de réaction qui pourrait être interprétée comme un défi ou une faiblesse. C'était un art obscur, appris à force d'observation et des erreurs des autres. Mais il existait aussi d'autres hommes, pas bons au sens simple, mais différents. Certains montrèrent de la gêne. Ils hésitaient. Ils parlaient avec des mots qui reconnaissaient encore une personne face à eux. Ces gestes n'annulaient pas la réalité de la situation, mais ils ouvraient un espace minimal où il était possible de négocier des conditions, du temps, voire une certaine prévisibilité. Dans un environnement conçu pour effacer les identités, toute reconnaissance, aussi petite soit-elle, avait une valeur énorme. C'est dans ce contexte qu'apparut Baki, un jeune scribe affecté à des tâches administratives dans la garnison. Sa présence détonnait. Non par vertu, mais par manque d'endurcissement. Il n'avait pas passé suffisamment d'années dans le désert pour que la routine ait complètement effacé sa référence à une autre vie. Quand il s'adressa à Néfertari par son nom, quelque chose bougea en elle. Ce ne fut pas un soulagement, ce fut une alerte. Reconnaître quelqu'un comme une personne à Bouhen pouvait être à la fois une opportunité et un risque. Baki savait qui avait été son mari. Il connaissait son travail, il l'avait lu. Ce lien avec le passé était dangereux, mais aussi profondément humain. À travers lui, Néfertari toucha de nouveau, ne fût-ce que brièvement, le monde dont elle avait été expulsée. Des mots, des idées, des fragments de pensée qui n'avaient pas de fonction immédiate dans la forteresse, mais qui soutenaient quelque chose d'essentiel en elle. Même le commandant Kaemwaset incarnait cette ambiguïté. Ce n'était ni un sauveur ni un simple méchant. Il connaissait le système, il l'administrait, et en même temps, il semblait en être épuisé. Sa reconnaissance de l'injustice ne se traduisait pas par une rupture ouverte, mais par de petits gestes, des affectations qui réduisaient l'exposition, des punitions administratives lorsque quelqu'un franchissait certaines limites, des silences calculés qui permettaient de survivre un jour de plus. Ces fissures ne démantelaient pas la machinerie, mais offraient des espaces pour respirer. Néfertari comprit que sa survie dépendrait de la navigation de ses contradictions. Elle ne pouvait faire entièrement confiance à personne,
Mais elle ne pouvait pas non plus s'isoler complètement. Elle avait besoin d'alliances fragiles, conscientes de leur précarité. À Bouenne, la morale ne se divisait pas entre le bien et le mal. Elle se fragmentait en nuances d'usure, de fatigue et d'adaptation. Reconnaître cela fut une autre leçon cruciale. Non pas pour justifier ce qui se passait, mais pour le comprendre suffisamment pour ne pas en être consumé. Ainsi, Néfertari commença à construire une stratégie, non d'évasion, mais de permanence. Apprendre qui représentait une menace immédiate et qui offrait, même de manière limitée, une pause dans le chaos. Cette lecture constante de l'environnement devint son bouclier le plus efficace. Car dans un lieu où le système était conçu pour fonctionner sans compassion, survivre signifiait apprendre à se mouvoir dans ses ombres sans cesser d'être consciente de qui l'on était réellement. Avec le temps, Néfertari découvrit que résister ne suffisait pas. Exister jour après jour, appliquer des stratégies, éviter les dangers immédiats et négocier de petites trêves maintenait le corps en mouvement, mais ne garantissait pas que l'esprit reste intact. Il y avait quelque chose de plus insidieux que la fatigue physique, la sensation de se vider de l'intérieur, de devenir lentement une surface où tout passait sans laisser de traces. Ce fut la véritable menace de Bouenne. Non la douleur ponctuelle, non la peur constante, mais la dissolution silencieuse du sens. Quand rien ne semble avoir de but, quand l'avenir n'offre rien d'autre que la répétition, la volonté commence à s'éroder. Néfertari le sentit les premiers mois, les nuits où le silence après l'activité de la journée était presque plus insupportable que le bruit. Dans ces moments, l'idée de se laisser aller, de ne plus penser, apparaissait comme une tentation dangereuse. L'arrivée d'Izet Norey changea cet équilibre. La jeune fille était trop jeune, trop fragile, et n'avait pas encore appris à construire la séparation intérieure qui permettait de survivre. Néfertari reconnut en elle les premiers signes du retrait total, cet abandon interne qui précédait une disparition rapide. Intervenir était risqué. Elle le savait. Les règles non écrites punissaient la solidarité visible. Mais elle savait aussi autre chose. Sans un motif qui transcenderait la simple résistance, elle-même finirait par se défaire. Enseigner devint son ancre, non comme un geste héroïque, mais comme une nécessité vitale. Transmettre ce qu'elle avait appris donnait de la structure à ses journées. Cela transformait l'expérience accumulée en quelque chose qui servait à plus qu'à elle-même. Expliquer des schémas, avertir des dangers, partager des moyens de maintenir une distance mentale entre le corps et l'identité intérieure. Tout cela transformait la souffrance en connaissance et la connaissance en une forme minimale de pouvoir. Pour Izet Norey, ces leçons signifiaient du temps. Pour Néfertari, elles signifiaient un but. Chaque conseil, chaque conversation à voix basse après que le bâtiment retrouvait un calme relatif, renforçait l'idée qu'elle pouvait encore influencer quelque chose, que tout ce que le système faisait n'était pas définitif, que même là, il était possible de préserver des fragments d'humanité. Cette dynamique n'élimina pas la dureté de la vie dans la garnison. La routine resta implacable. Les pertes continuèrent. Certaines femmes ne réussirent pas à s'adapter. D'autres disparurent sans laisser de traces, hormis un nom rappelé dans des chuchotements. Mais l'acte de prendre soin, d'enseigner, de se souvenir ensemble de ce qu'elles avaient été, fonctionna comme une résistance silencieuse contre la logique qui les avait réduites à des fonctions. Néfertari comprit alors quelque chose de fondamental. Survivre n'était pas un état passif. Cela ne consistait pas uniquement à éviter la faim. C'était une série continue de décisions petites et épuisantes qui devaient être prises encore et encore. Des décisions sur ce qu'il fallait conserver, ce qu'il fallait céder et ce qu'il fallait protéger à tout prix. Le but ne rendait pas l'expérience plus facile, mais la rendait supportable. Dans cet espace conçu pour effacer des personnes, aider une autre à rester présente devint un acte profondément subversif. Cela ne changeait pas le système, n'arrêtait pas son fonctionnement, mais créait une exception. Et dans cette exception fragile et temporaire, Néfertari trouva une raison de rester elle-même, même quand tout autour d'elle insistait pour le nier. La nouvelle de la libération n'arriva pas comme un triomphe. Elle arriva comme les ordres arrivent à Bouenne, sans cérémonie, sans explication détaillée, sans place pour l'émotion. Un changement administratif, une réorganisation de la frontière. Un traité signé loin de là, par des hommes qui ne connaissaient pas les noms des femmes qui avaient supporté, pendant des années, le poids invisible du système. Quand Néfertari entendit qu'elle serait libérée,
Elle ne ressentit pas une joie immédiate. Elle ressentit le vertige. Pendant si longtemps, sa vie avait été définie par des règles externes, par des schémas qui, bien que cruels, étaient méconnus. L'idée d'abandonner ce monde fermé et de revenir à un monde qui ne savait rien de ce qui s'était passé lui parut presque aussi intimidante que l'arrivée initiale à la forteresse. La liberté qui lui était offerte était légale, non symbolique. Un document, un sceau, une phrase qui restaurait son statut de femme libre. Rien dans ce papier ne parlait des années perdues, des décisions forcées, de l'identité reconstruite à force de résistance. La loi pouvait lui rendre un nom, mais elle ne pouvait lui garantir une place. Le voyage de retour fut silencieux. Le même désert, les mêmes routes, mais une perception complètement différente. Elle n'était plus une charge, elle n'était plus livrée. Cependant, elle n'était pas non plus simplement une voyageuse. Parmi les soldats qui retournaient en Égypte, elle et Iset-Noret occupaient un espace ambigu. Elles étaient libres, mais pas égales. Leur liberté était marquée par quelque chose qui n'apparaissait dans aucun registre. En arrivant à Thèbes, la ville lui sembla étrange, familiale dans sa forme, étrangère dans son rythme. Les factions politiques avaient changé. Les noms qui avaient décidé de son destin n'avaient plus de pouvoir, ou avaient été opportunément oubliés. Le système qu'il avait envoyé à Bouhen avait continué sans regarder en arrière. Pour l'administration, son cas était clos depuis des années. La société ne savait pas comment la lire. Il n'y avait pas de catégorie claire pour quelqu'un comme elle. Elle n'était pas veuve au sens acceptable. Elle n'était pas une femme respectable selon les paramètres habituels. Elle n'était coupable d'aucun crime visible. Son passé était perçu comme une ombre difficile à nommer, quelque chose qui provoquait une gêne sans avoir besoin d'être expliqué. Travailler fut une nécessité, mais aussi un choix stratégique. Au travail, les résultats importaient plus que les histoires personnelles. Sa capacité à observer, à se souvenir et à organiser l'information, développée pendant des années de survie extrême, se traduisit par une compétence précieuse. Peu à peu, elle trouva une place fonctionnelle, bien que jamais complètement intégrée. Néfertari comprit alors que la liberté n'était pas un retour au passé. C'était un nouveau territoire, rempli de silences différents. Elle n'était plus piégée par le système de la garnison, mais continuait à vivre en marge d'une société qui préférait ne pas savoir. Son défi avait changé. Il ne s'agissait plus de ne pas disparaître de l'intérieur, mais d'apprendre à exister dans un monde qui n'avait pas de mots pour ce qu'elle était maintenant. Ce fut le paradoxe final de la punition. Même après avoir officiellement pris fin, elle continuait de projeter son ombre. La loi pouvait l'absoudre. Le temps pouvait l'éloigner de Bouhen. Mais la véritable épreuve était de construire une vie qui ne nierait pas ce qu'elle avait vécu et ne s'y réduirait pas. Une vie qui accepterait la marque sans permettre qu'elle devienne une sentence permanente. Pendant des années, Néfertari garda le silence. Non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce que ce souvenir à voix haute impliquait un risque différent. En Égypte, il n'existait pas de langage prêt pour des histoires comme la sienne. La mémoire officielle célébrait les temples, les victoires et les équilibres sacrés. Elle n'avait pas de place pour ceux qui avaient été absorbés par les mécanismes qui rendaient cet ordre possible. Parler aurait signifié s'exposer à des regards qui ne cherchaient pas à comprendre, mais à la classer de nouveau. C'est l'écriture qui lui offrit une autre voie, non pas comme une dénonciation publique, ni comme une tentative de réparation, mais comme une affirmation d'existence. Écrire était fixer des limites face à l'effacement. Transformer ce qu'elle avait vécu en mots lui permit de transformer l'expérience de quelque chose qu'elle avait simplement supporté en quelque chose qu'elle pouvait observer, organiser et, jusqu'à un certain point, maîtriser. Chaque fragment écrit était une déclaration silencieuse. Cela s'est passé, et j'étais là. Elle n'écrivit pas pour convaincre. Elle savait que peu voudraient écouter. Elle écrivit pour laisser une trace, pour que la punition n'accomplisse pas sa dernière fonction, qui était de faire disparaître même le souvenir. Dans un monde où la loi avait été utilisée pour dissoudre des personnes sans les tuer, la mémoire devint une forme de résistance tardive, mais persistante. Avec le temps, ces pages trouvèrent des chemins inattendus, des copies discrètes, des lecteurs partiels, des archives qui ne savaient pas trop quoi faire de ce témoignage inconfortable. Cela ne changea pas le système.
Cela ne réhabilita pas les femmes qui n'avaient pas survécu. Mais cela laissa une empreinte, une fissure minimale dans le récit propre que l'Égypte préférait conserver d'elle-même. Néfertari vieillit loin de Bouhen, construisant une vie modeste, fonctionnelle, marquée par des absences qui ne furent jamais entièrement comblées. Elle ne redevint pas celle qu'elle avait été auparavant. Elle ne devint pas non plus uniquement ce que la punition avait tenté de lui imposer. Elle trouva une troisième façon d'exister, faite de travail, de liens choisis avec soin et d'une mémoire qui refusait de disparaître. Elle pensait souvent aux autres femmes, à celles qui lui avaient appris à résister et à celles qui n'avaient pas eu le temps d'apprendre. Se souvenir de leur nom devint une responsabilité personnelle, presque un devoir. Tant que quelqu'un se souviendrait d'elle, elle ne serait pas complètement effacée. Cette conviction soutint son écriture jusqu'à la fin. Quand elle mourut, elle le fit en silence, comme elle avait vécu la majeure partie de sa vie adulte. Il n'y eut pas d'inscription mentionnant Bouhen, ni d'explication sur les années perdues. Mais dans les archives, dans les fragments qui survécurent au temps, sa voix demeura. Non comme un cri, mais comme une constatation ferme que même les systèmes de contrôle les plus raffinés peuvent échouer dans leur tentative d'effacer complètement ceux qui traversent leur machinerie. L'histoire de Néfertari n'est pas exceptionnelle parce que la punition qu'elle a subie était unique. Elle l'est parce qu'elle a laissé un témoignage, parce qu'elle s'est souvenue quand on attendait d'elle qu'elle se taise, parce que survivre, pour elle, ne signifiait pas simplement continuer à respirer, mais conserver la capacité de dire « Voilà ce qui s'est passé, et je n'accepte pas que cela tombe dans l'oubli. » S'en souvenir, c'est reconnaître une vérité inconfortable. Les civilisations que nous admirons ne se construisent pas seulement avec l'art et la connaissance, mais aussi avec des systèmes conçus pour exclure, faire taire et consumer ceux qui restent en dehors de leur protection. Regarder ce passé sans détourner le regard ne détruit pas l'histoire. Cela la complète. Et tant qu'il existera des fragments de son récit, tant que quelqu'un lira ou écoutera son histoire, la punition qui prétendait l'effacer ne sera jamais totalement terminée. Car la mémoire, même fragile, a une persistance que les systèmes de pouvoir réussissent rarement à contrôler.